Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle, Titouan pour vous accompagner tout au long de cet épisode et pour une fois, c'est assez rare sur le Trèfle, nous ne sommes que deux. Parce que nos trois compères ont fait le bilan de la saison régulière que j'espère vous avez écouté d'ici là. Et donc vous l'avez entendu, c'est un peu notre insider à nous des Boston Celtics qui est avec moi aujourd'hui. C'est Azad. Salut Azad, comment tu vas? Ça va très très bien. Ça te va, insider comme étiquette? Je sais pas, je suis dedans rien du tout, hein, mais écoute, je vais faire comme si. Ouais, t'es quand même celui qui a c'est le plus rapproché Ouais. physiquement et peut-être émotionnellement de Mazzulla. Allez, oui, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Mais bon, pas mal hein, quand même, belle progression. Je pense que tu pourrais avoir le MIP. Ça se bat avec Vincent, mais passer de rookie de l'année à insider, il y a grosse progression. On n'est pas là pour parler de est-ce que Azad va pouvoir avoir son super max grâce à des trophées individuels. On est là pour parler de la preview des playoffs, du premier tour des playoffs des Boston Celtics, puisque à l'heure où on enregistre, donc on est mercredi midi, on sait désormais les adversaires des Boston Celtics, donc qui seront le Orlando Magic. Petit mot rapidement sur le Magic avant de vraiment rentrer d'essayer de décortiquer ce qui va se passer. Donc le Magic qui finit donc 7ème de la saison régulière. Oui. Grosso modo, on est sur une grosse défense, une très mauvaise attaque. Ils attaquent aussi fort qu'ils défendent, on va dire. Et surtout, ils ont deux absents qui sont assez notables, notamment pour leur défense. C'est Jalen Suggs, qui est blessé et qui est déjà out pour toute la saison, et Maurice Wagner qui s'est fait les croisés, lui, il me semble, en tout cas blessé au genou, et qui est aussi déjà annoncé out pour toute la saison. Petit mot là-dessus avant de rentrer dans le jeu, Azad, à quel point ces deux absences vont vraiment handicaper le jeu du Magic? Bah, en fait, Mo Wagner, il a apporté pas mal de fluidité en attaque et un petit peu une autre approche avec un 3 qui peut vraiment faire du pick and pop, qui peut jouer à côté d'un deuxième intérieur avec la taille et la capacité d'écarter un peu dans les corners, une petite capacité de connecteur aussi, même de driver à ballon en main. Donc c'était peut-être offensivement, c'était peut-être le meilleur des intérieurs qu'ils avaient. Et vu qu'ils sont en galère offensivement, bah clairement ça va leur manquer d'avoir Mo Wagner sur le terrain. Et l'année dernière, les line-up qu'ils avaient avec Joe Ingles justement et Mo Wagner aussi en sortie de banc étaient très bonnes offensivement parce que justement c'était des joueurs qui fonctionnaient assez bien de ce côté-là du terrain. Donc Mo Wagner, il va plus avoir une absence qui va se faire ressentir en attaque. Défensivement, c'est là où Suggs va plus manquer entre guillemets. Même si je pense que comme le scoring de Boston vient plutôt des ailes, entre guillemets, que la pression vient plutôt des ailes, je pense que Suggs, c'est plutôt dans son rôle de première ligne de la défense de zone qui va manquer. Et je pense que dans tous les cas, même sans Suggs, on retrouvera quand même la même structure défensive avec des défenses de zone mixées avec des défenses individuelles. C'est juste que du coup, ce sera peut-être moins bien exécuté parce que tout simplement, il y aura pas Jalen Suggs. Ça marche. Pour rentrer un peu dans le jeu, et notamment un peu je vais citer quelques stats du jeu d'Orlando pour savoir un peu à quoi on a affaire. Je disais, c'est une défense élite si on regarde les 4 factors sur Cleaning the Glass. Alors c'est la deuxième équipe de la ligue au nombre de points par possession donc encaissés. C'est une équipe qui crée beaucoup de turnovers.
17% de turnover percentage, donc c'est 17% des possessions adverses qui se transforment en turnover, donc c'est assez énorme. Ils sont deuxième de NBA là-dessus. C'est une équipe qui concède très peu de rebonds offensifs. Donc ça c'est pour la partie défense. Pour la partie attaque, c'est une des pires attaques. Comme je disais, 26e de la ligue au nombre de points par possession. Et ça c'est à cause d'une inefficacité au scoring. Ils ont le 29e, ils sont 29e à l'efficiency field goal percentage avec 51%. Il y a évidemment peu de spacing, ça c'est un peu un marronnier depuis plusieurs saisons au Magic. Et c'est une équipe en plus qui perd pas mal de ballons. On en parlait un peu en off, Azad. Il y a un peu une espèce d'opposition de style où d'un côté on a une équipe qui finalement défend en plus assez peu le cercle, mais de toute façon Boston l'attaque très peu. Mais défend beaucoup la ligne des 3 points et c'est là où Boston est très fort. Et en attaque, on a le Magic qui du coup attaque beaucoup sur du mi-distance, qui est en fait la zone où Boston défend le plus et le mieux. Donc ça va être vraiment intéressant de voir un peu cette opposition point fort, point faible, où on a un peu l'impression que les points faibles du Magic correspondent aux points faibles finalement de Boston, et que les points forts de Boston correspondent un peu aux points forts du Magic. Comment tu vois toi la chose sur cette opposition un peu de style? Moi, je pense que ça risque En fait, on pourrait avoir un premier exemple de soit des limites de Boston dans la capacité à s'adapter, soit au contraire des signes qui montrent qu'ils sont vraiment capables de s'adapter. Parce que comme c'est une équipe qui retire beaucoup le 3 points des adversaires, en fait, Boston, ils prennent 50,1% de leurs tirs à 3 points. Les adversaires d'Orlando, de manière générale, prennent 35% de leurs tirs à 3 points. La moyenne de la ligue, c'est 39. Et Boston, contre Orlando cette saison, prennent 40% de leurs tirs à 3 points. Donc ils en prennent beaucoup moins. Donc déjà, t'as le truc de comment Boston va un peu aborder cette série en termes de répartition des tirs et de volume à 3 points, en sachant que déjà en saison régulière, ils ont un bien plus petit volume à 3 points que d'habitude contre le Magic. Après, le Magic fait aussi d'autres choses, par exemple, c'est une équipe qui va provoquer énormément de pertes de balles, alors que Boston, c'est une des équipes qui perd moins le ballon. Mais sauf que Boston, cette saison, contre le Magic, ils ont un turnover rate de 16,4%, je crois. Et contre le reste de la ligue, c'est 12%. Et en gros, contre le reste de la ligue, ils sont deuxième à la protection de la perte de balle, entre guillemets. Alors contre le Magic, leur niveau de perte de balle, c'est l'équivalent de la 29e place sur 30. Donc, tu vois, t'as un peu des trucs où le Magic peut aller chercher Boston sur certaines choses qu'ils font bien, comme le tir à 3 points ou la protection de balle. À voir, entre guillemets, à quel point ils vont réussir en fait, à s'adapter à ça et à développer un autre style d'attaque qui évite de mettre en avant les forces du Magic. Et il y a aussi, du coup, forcément, dans la défense du Magic, des faiblesses qui sont, par exemple, le fait de faire énormément de fautes. Sauf que Boston, c'est une équipe qui provoque pas de fautes, mais comme ils vont jouer contre une équipe qui en fait énormément et qui retire les choses qu'ils font bien, je pense que l'attaque de Boston devrait être vraiment très différente de ce qu'on a vu en saison régulière pour cette série de playoffs là, pour toutes ces raisons, parce que du coup, ils vont clairement avoir besoin, entre guillemets, d'avoir une approche différente, parce que la même approche que d'habitude, ça pourrait ne pas être problématique, mais ça pourrait moins bien marcher que d'habitude. Ok, ouais. Et du coup, d'un point de vue individuel, euh, contrairement à pas mal d'équipes, je pense notamment aux Cavs et aux Knicks qu'on devrait, en théorie, si tout se passe bien, rencontrer les tours d'après. Euh, le Magic n'a pas ce joueur, par contre, qui pourrait être une cible pour les attaquants des Celtics. J'en viens là parce que les Celtics ont une attaque quand même très basée sur le mismatch hunting, donc où ils cherchent vraiment la mismatch avec plusieurs écrans, que ce soit pour Porzingis sur du jeu, sur du post-up, ou que ce soit pour Tatum.
est-ce que toi tu vois des joueurs du Magic qui pourraient être ciblés comme ça défensivement? Je pense à Cole Anthony, mais c'est un joueur qui a pas tant de minutes que ça, je pense, en playoff. Finalement, des Banchero, des Wagner, euh, même du KCP, ça va pas pouvoir. Même Anthony Black, je trouve, qui est très bon. Ouais. Ça pourra pas vraiment être ciblé. Je sais pas si les Celtics pourront vraiment installer leur mismatch hunting comme ils aiment bien le faire. Bah, moi je pense qu'il y a deux mecs qui peuvent être attaqués, ça va être les intérieurs entre guillemets. Et Boston le fait pas mal aussi d'attaquer les grands sur leur manque potentiellement de mobilité pour pouvoir générer soit des pull-ups, soit des drives. Et je pense que Wendell Carter Jr. et Bitadze vont être pas mal mis justement dans les écrans pour être cherchés un petit peu en périphérie et en fait les faire sortir. Si tant est que Orlando défend de manière individuelle. En fait, pour pouvoir attaquer une mismatch, il faut aussi qu'il y ait du coup de la défense individuelle. Et c'est possible qu'on voit beaucoup de défense de zone du côté d'Orlando, ce qui fait que Boston va devoir trouver un autre moyen, entre guillemets, de se créer des tirs. Et on pourrait trouver des mismatchs peut-être un peu plus structurels, dans le sens où Boston va aller chercher les zones arrière enfin les zones de l'arrière, avec potentiellement des post-up de Porzingis, des post-up de Jaylen Brown, des post-up de Tatum, qui vont générer un petit peu de gravité autour du ballon pour pouvoir ensuite faire vivre le jeu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vrai mismatch évident. Mais d'un autre côté, je pense que il va y avoir beaucoup d'attaques de transition de la part de Boston aussi. Et Boston va beaucoup jouer après des tirs ratés et après des pertes de balles d'Orlando, ce qui fait qu'on va avoir une attaque aussi un peu inhabituelle parce que il va y avoir beaucoup de situations où le départ de l'action il est différent de ce que Boston fait habituellement parce que Boston est une équipe qui joue très peu sur transition, qui joue peu sur transition parce qu'il provoque pas de perte de balles et puis même après un rebond défensif, c'est pas une équipe qui génère beaucoup de transitions, de semi-transitions et qui va vite. Donc en réalité, c'est le jeu de Boston va peut-être aussi être plus rapide que d'habitude parce que va y avoir tellement de pertes de balles et tellement de ratés du côté d'Orlando parce que c'est une mauvaise attaque qu'on pourrait avoir une façon d'approcher l'attaque qui soit différente de d'habitude, même en termes de rythme de jeu de la part des Celtics. Et les Celtics le font parfois contre certains adversaires d'un petit peu augmenter le rythme. On l'a vu par exemple contre les Bulls, pas mal, les Bulls qui sont une équipe qui joue très vite. Et Boston s'était un peu mis à jouer à leur rythme aussi, parce qu'ils peuvent le faire, ils peuvent s'adapter. Donc je pense que il y aura peut-être pas de mismatch, mais je pense qu'il y aura une approche un peu différente pour exploiter les faiblesses. En fait, c'est la faiblesse offensive qui est le premier mismatch d'Orlando, parce que ils vont tellement louper de choses de l'autre côté du terrain qu'ils vont offrir des situations intéressantes aux Celtics. Ok, ouais. Et d'un point de vue individuel côté Celtics, est-ce que est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de minutage d'un Peyton Pritchard, par exemple, mais il pourrait être une cible peut-être pour un Banchero, par exemple, qui aime bien jouer des ISO à mi-distance, ou même un Wagner. Est-ce que tu penses qu'un Pritchard pourrait venir aider là-dessus, lui qui justement aime bien monter le ballon, pousser en transition? Euh, Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui serait viable dans cette série? Je pense que dans tous les cas, il va jouer parce que Boston va avoir besoin de son shooting pour apporter du spacing. Après, je pense qu'il va être beaucoup ciblé en défense aussi, Peyton Pritchard. Mais c'était déjà le cas sur les premiers matchs qu'il y a eu cette saison. Et Boston arrivait un petit peu à le cacher, mais dès que Pritchard va être sur le terrain, Banchero va aller le chercher. Problème pour Orlando, c'est que Banchero va aller le chercher sur du post-up et c'est pas forcément très efficace entre guillemets. Donc à quel point en fait ce sera pas un vrai problème d'avoir Pritchard sur le terrain parce que si c'est pour l'attaquer mais l'attaquer pour créer des mid-range, bah ce sera pas si problématique que ça. Mais Boston n'a pas joué encore contre Orlando avec et Wagner et Banchero cette saison. Donc ce sera quand même différent de là l'échantillon qu'on a de cette saison il est pas forcément représentatif parce il va être différent en playoff. Donc je pense que à l'heure actuelle de ce que j'ai vu des matchs, pour moi Pritchard peut clairement avoir un rôle et il va pas être trop ciblé et trop problématique en défense, mais peut-être que dans un contexte de playoff avec l'équipe presque au complet d'Orlando, peut-être que ce sera plus problématique, mais
pour l'instant, je pense que oui, clairement, il pourra jouer et il va peut-être même finir des matchs parce que Pritchard, c'est vraiment un joueur qui est très utile pour battre une zone, dans le sens où tu le mets à une passe du shooter et il vraiment il force la défense de zone à soit se casser, soit prendre un risque, soit le laisser le seul. Et c'est un des meilleurs zone busters, entre guillemets, en termes de 3 points avec sa Moser. Et du coup, je pense que dans tous les cas, les deux, on va les retrouver dans ce rôle-là, entre guillemets, pas dans les corners, mais un peu plus haut sur le terrain pour pouvoir un peu casser la structure de la zone défensive du Magic. Mais alors du coup, au niveau rotation des Celtics, on s'attend à rien de bien farfelu. En gros, c'est notre 5 de départ, plus Horford, Pritchard, Hauser, où tu vois du Cornet aussi peut-être avoir des minutes, Keta. Ouais, je pense que Cornet va avoir des minutes parce que pour jouer un peu, en fait, je pense qu'il va y avoir des matchs où les shoots vont pas rentrer et Orlando est une équipe qui défend très bien le rebond défensif et du coup, tu vas avoir besoin de line-up avec deux intérieurs pour justement aller chercher un peu plus la physicalité et exploiter les tirs ratés parce que du coup, il y a forcément des soirs où les tirs vont pas rentrer. Et en plus, ce qui est très utile avec Cornet face à une zone, c'est qu'il fait des très bons écrans et qu'il est très bon sur short roll. Son Du coup, passing, ouais. du coup, tu vois, de l'avoir un petit peu au milieu de la zone pour poser des écrans, casser les lignes et créer un petit peu de confusion, ça peut être très utile. Donc ouais, pour moi, il y aura clairement du Cornet. Ok, ok, ça marche. Euh, Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour sur les individualités. De toute façon, Ouais. comme on disait entre nous, on va pas se mentir, hein, c'est une Mhm, série qui est mhm. quand même largement à l'avantage des Celtics. Ça sert à rien de faire un podcast d'1 heure là-dessus. Euh, Est-ce que finalement, avant qu'on passe à la partie prono un peu plus ludique, est-ce que toi tu vois donc normalement Boston est nettement au-dessus. Est-ce que tu vois un scénario ou plusieurs d'ailleurs qui Ouais. ferait que Boston perdrait, alors bon, peut-être pas la série complète parce que ce serait quand même un cataclysme, mais qui Boston perd tu sais, 2, 3 matchs et finalement c'est pas vraiment un sweep ou même pas un 4-1, c'est vraiment où tu te mets un peu, peut-être pas forcément à douter, mais tu perds 2, 3 matchs et tu te rends la série plus compliquée que ce qu'elle aurait dû être. Ouais. Il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario déjà où les tirs à 3 points rentrent pas. Et comme ils n'arrivent pas à en générer beaucoup, et c'est une équipe qui défend très bien le 3 points Orlando, t'as un peu avoir ce truc-là t'as un match sans, entre guillemets, et tu rentres pas tes 3 points. T'as aussi le scénario où Orlando arrive à générer beaucoup de turnovers et Boston est une des équipes qui concède le plus de tentatives de tir sur turnover de la ligue. Suite à un turnover, du coup, tu peux avoir le problème de la défense de transition un petit peu et de pas prendre soin du ballon qui peut arriver. Et à côté de ça, si en plus de louper les tirs et de perdre des ballons, tu te retrouves dans une situation où tu n'arrives pas à gagner un petit peu la bataille des possessions au rebond offensif, tu peux te retrouver dans un scénario où tu vas laisser un match ou deux sur des aspects de jeu un peu comme ça, ou un autre aspect qui peut être intéressant, c'est vu qu'il provoque beaucoup de fautes, tu peux te retrouver avec potentiellement un Porzingis qui est en foul trouble et avoir peut-être un peu plus de mal avec ton spacing pour vraiment être optimal et obtenir des bonnes situations. Du coup, je pense que la capacité de provoquer des lancers francs, des pertes de balles et de défendre le 3 points et de protéger le rebond, c'est les 4 aspects qui pourrait permettre, entre guillemets, au Magic de gagner un match ou deux, mais il faut que plusieurs de ces facteurs-là soient réunis au même moment. Un seul ne suffira pas, entre guillemets, à faire totalement balancer le résultat d'un côté, mais si en plus de générer des pertes de balles, par exemple, il y a une panne au shoot de la part de Boston, bah clairement ça peut offrir un match au Magic entre guillemets, qui va pouvoir du coup se nourrir de beaucoup de transitions avec des longs rebonds après un 3 points et de la transition après turnover. Ok, ouais. Oui, donc finalement, il faudrait non seulement que tous ces facteurs se réunissent en même temps, et en Hmm. plus, si vraiment Boston veut être inquiété sur non pas sur un match, mais sur la série, il faudrait que ces facteurs arrivent tous en même temps et plusieurs fois, enfin dans Voilà. plusieurs matchs, quoi. Ok, donc c'est assez peu probable quand même. Euh, je te propose, sauf si tu veux rajouter un truc, on peut passer au prono. Bah Euh, écoute, ok. Moi c'est juste comment on va défendre un petit peu Wagner et Banchero, je suis curieux quand même, parce qu'il n'y a pas eu trop d'exemples cette saison.
Donc j'ai curieux de voir un petit peu comment ça va se passer et curieux aussi de voir tout simplement Boston face à une défense de zone. C'est un peu le c'est un petit peu un truc qui revient chaque année, mais du coup, je pense que ce sera intéressant de voir comment ils vont s'en sortir, à quel point du coup ils ont appris aussi de leurs erreurs, à quel point ils ont progressé et à quel point aussi la défense de zone d'Orlando va être bonne ou pas. Donc je pense qu'il y a quand même des choses, je pense qu'il y a des choses intéressantes à regarder, malgré le fait que la série ait l'air déjà jouée d'avance. Je pense qu'on va en apprendre pas mal sur l'équipe de Boston, entre guillemets, dans cette match-up. Bon, après, comment défendre Banchero? Tu lui laisses prendre ses shoots à mi-distance, hein, tout simplement. Je pense que la meilleure façon de défendre Banchero, c'est de pas défendre sur lui. C'est de mettre, tu sais, il y avait des possessions la semaine dernière où ce qu'ils ont fait, c'est que, pas la semaine dernière, je crois qu'il est en, non, c'est le match de janvier, c'est le match du 17 janvier, et en fait, comment il s'appelle, Mazzulla, il mettait Pritchard au début de la possession sur Banchero, en fait. Pour, tu vois, un petit peu, au lieu de faire aller le chercher, ils allaient un peu à l'inverse du truc pour les sortir un petit peu de leur approche habituelle. Et ça a pas mal dérouté. Donc je pense que il y a des moyens un petit peu de schématiser une défense pour un peu les sortir de leurs habitudes. Et comme ils ont peu de créativité et peu de moyens, je pense que ça devrait bien s'en sortir pour la défense de Boston. En plus, tu parlais de comment Boston attaquerait une défense de zone. On l'a vu, alors c'est des fins de match de fin de saison régulière, mais Mm. on a vu par séquence Boston se mettre en défense de zone. Oui, Euh, Ça pourrait aussi être une possibilité où tu te mets en défense de zone 2-3 par exemple, où en fait tu laisses la zone globalement du mi-distance plus ou moins ouverte, et en fait si vous voulez nous battre, prenez ce genre de tir, quoi. ouais, c'est ça. Et comme ils sont pas bons là-dessus, ça peut être aussi. On va peut-être avoir beaucoup de défense de zone des deux côtés du terrain en vrai. Mm. Non, ça peut être super intéressant. Ok, on passe un peu à la partie un peu ludique, un peu marrante, les pronos. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. On voit tous les deux Boston passer. Ouais. Euh, la question, c'est est-ce que tu donnes un match à Orlando ou pas du tout? Je pense, ouais, en vrai. Ouais, tu vois un 4-1. Ouais, je pense qu'il y a, tu vois, un match où Brown revient dans la série parce que là, il est un peu blessé et tout, donc je sais pas à quel point il va jouer. Et tu vois, son premier match à gros usage avec vraiment beaucoup de pertes de balles, du coup de la transition, des shoots qui rentrent pas, un peu du côté de Boston. J'imagine bien une défaite qui tourne un peu autour de ça. Mais puis une défaite, ça peut arriver, tu vois, tu peux être bien meilleur et toujours perdre un match de série de playoff. L'année dernière, contre Miami, ils ont perdu un où ils rentrent pas leur shoot et ils défendent pas le 3 points et ils viennent trop en aide. Du coup, tout peut entre guillemets arriver, surtout que malgré que Banchero et Wagner soient pas très efficaces, c'est quand même des scoreurs à gros volume. Du coup, si tu tombes sur une soirée où les deux sont efficaces, ça peut aussi engendrer un peu des problèmes défensifs. Donc je pense qu'Orlando a la possibilité avec sa défense d'élite et ses joueurs à gros volume de prendre un petit match à Boston. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que, alors, on a complètement oublié d'en parler. Je sais pas si tu veux dire un mot dessus, mais sur effectivement Jalen Brown, le cas de Jalen Brown, notamment sur sa santé. On sait qu'il a eu des problèmes au genou là récemment. On a même vu passer qu'il a fait une infiltration pour être prêt pour les playoffs. Ouais. Toi, c'est quelque chose qui t'inquiète ou tu penses que c'est juste un petit bobo comme ça? Non, je pense qu'il y a il y a une vraie inquiétude pour les saisons prochaines et le futur un peu plus long terme. Je pense que pour cette année, ça ira. Ok, ok. Tu Mais penses pas que c'est un truc qui peut, quand on arrive en finale de conf avec plusieurs matchs à haute intensité dans les jambes, dans les genoux, si je peux me permettre, ce soit quelque chose tu sais, où tu as du Brown en day-to-day avant le match de finale de conférence et où tu vois qu'il peut pas vraiment sauter, être aussi athlétique et explosif qu'il l'est je me auparavant. demande à quel point ça impacte le niveau de l'équipe, entre guillemets, plus ça. Je pense que lui va pas être à 100%, mais je me demande à quel point ça impactera vraiment le niveau de l'équipe, donc à voir. À Ok. voir, à voir. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais annoncer un 4-0, allez. En fait, j'avais aussi un 4-1 comme toi, ou dans le sens où
contre n'importe quelle équipe en NBA, tu peux perdre un match, même en playoff. Ça arrive à tout le monde, même si quand t'es largement au-dessus. Mais bon, après, on va dire que je copie et que c'est trop simple, donc je vais dire 4-0. Allez, Je vais faire l'optimiste. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je pense qu'on a fait un bon tour? On a fait un bon tour. Est-ce ça va être qui le MVP, le MVP et le X-Factor de la série? Allez. Ouais, MVP, en vrai, je vais choisir la facilité, mais je pense Tatum. Hein. Ouais. Je pense Tatum. Je vois bien un Tatum, tu sais. Alors, c'est un peu du. Je me base sur rien du tout. Hein, c'est un peu une analyse NBA 2K. Mais je vois bien un Tatum qui veut faire des gros playoffs parce qu'il y a beaucoup de narratives sur le fait que voilà, Boston a été champion, mais c'est pas lui le MVP des finales, c'est pas lui le meilleur joueur, tout ça. Donc, je vois bien un Tatum, quitte à ce que parfois il force un peu trop au niveau du shoot, mais un Tatum qui fait de gros playoffs. Et le facteur X. Ouais, un Sam Hauser qui, tu sais, qui fait péter un peu le verrou grâce à son 3 points là et qui nous fait des matchs où tu sais, il t'en met 6-7 dans le match, un truc comme ça. Ouais, bah moi j'aurais pris. Je pense que ça fonctionne, mais je vais prendre du coup Porzingis en MVP. Je pense que c'est sa première série de playoffs complète à Boston, où il arrive pas blessé. Donc je pense que ça peut être assez intéressant, surtout dans la structure et ce qui va permettre d'apporter en termes de spacing. Et en Factor X, bah justement, Cornet pour la capacité à créer tout simplement bah, un avantage dans la bataille des possessions pour Boston. Okay. On en parlera au moment venu, si Boston passe le second tour et que New York passe le second tour, mais Porzingis, moi je l'ai bien contre New York en MVP de la série, où on arrive à trouver toujours des mismatchs contre Brunson ou même Josh Hart. Puis contre les Knicks, en plus, il y a une petite histoire avec Porzingis et tout, donc je le vois bien, s'il est en santé, faire une grosse série face aux Knicks, mais on n'y est pas encore. Merci Azad. Pour les auditeurs, il y a le podcast, du coup on l'a dit, le podcast bilan de saison régulière qui est déjà sorti. On peut que vous conseiller d'aller le voir, d'aller l'écouter, pardon. Et un petit mot, c'est vrai que je l'ai pas dit, un petit mot, mais vous avez sûrement entendu déjà dans l'épisode de bilan de saison régulière, mais aussi dans celui-là, une nouvelle intro. Tout simplement parce qu'on s'est fait alpaguer pour les droits d'auteur des Dropkick Murphys dans notre intro précédente. Donc voilà, à partir de maintenant, on aura cette intro-là jusqu'à ce que tant qu'elle vous plaît, tant qu'elle nous plaît, on verra pour plus tard. Mais nous, elle nous plaît bien pour l'instant. Donc voilà, nouvelle intro, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est possible aussi que dans le futur, il y ait quelques épisodes déjà enregistrés, déjà publiés, qu'on doive republier ou couper l'intro ou l'ancienne intro. C'est possible aussi, donc voilà, un petit peu de changement. Merci Azad. Grand et plaisir. du coup, on se revoit dans quoi, dans une semaine et demie pour faire le débrief de la série. Allez, vendu. Allez, ça marche. Bon playoff à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Who's gonna win it? The Celtics. Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.